Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents pour ce nouveau rendez-vous dans le cadre des grands dossiers de la protection sociale autour de la question du nouvel EHPAD. Quel EHPAD demain? Alors cette question, je crois qu'elle est légitime de la poser dans le cadre de ces grands dossiers de protection sociale. Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, qu'il y a maintenant une 5e branche de la sécurité sociale, donc une branche autonomie. Et dans cette branche autonomie, il y a évidemment beaucoup de sujets, mais un certain nombre de rapports, dont je veux dire évidemment celui que j'avais piloté au moment de la concertation grand âge et autonomie, ont mis en évidence que les solutions offertes aujourd'hui à nos concitoyens pour le grand âge ne répondaient plus complètement aux attentes de nos concitoyens. Pour faire simple, on a de l'isolement à domicile, souvent, et les rapports de Petits Frères des Pauvres le mettent en évidence, mais l'EHPAD traditionnel, disons, tel qu'il subsiste encore dans beaucoup d'endroits, n'apparaît pas non plus comme tout à fait ce qui est nécessaire et souhaité par nos concitoyens. Et notamment la précédente présidente de la CNSA, Marianne Monchamp, avait porté cette idée de la vision domiciliaire de l'EHPAD, parce que oui, il faut que le maximum de nos concitoyens puissent continuer à vivre à domicile, sans doute, mais il est quand même peu vraisemblable qu'on puisse renoncer, et ce n'est pas dans les politiques des pouvoirs publics, à toute solution d'établissement. Donc la question de l'évolution de ces établissements est assez cruciale. Et en même temps, elle est pas si simple que ça, parce que à la fois on constate un alourdissement de la charge de la dépendance, de la perte d'autonomie des résidents, puisque on vient de plus en plus tard en EHPAD, et en même temps il y a cette aspiration domiciliaire. Alors comment faire pour répondre à tout ceci? J'ai souhaité le témoignage de 3 regards différents, mais je pense complémentaires. Claude Jandel, qui va commencer, professeur de médecine interne et gériatrie, président du Conseil national professionnel de gériatrie, et auteur de plusieurs rapports sur ce sujet, notamment un rapport récent avec Olivier Guérin, et il va nous le dire tout de suite, mais qui analyse notamment l'évolution de la population accueillie en EHPAD. Corinne Antoine-Guillaume, que je suis aussi très heureux d'avoir auprès de moi, qui est un regard terrain, directrice de la résidence Carsalic en Bretagne, à Guingamp, et c'est un établissement que j'ai eu le plaisir de visiter, et qui me semble, je le dis tout de suite, assez exemplaire de ce que pourrait être le nouvel EHPAD demain. Donc, moi, je trouvais très intéressant d'avoir votre témoignage. Et puis, nous aurons aussi Sophie Boissard qui nous rejoint dans un instant, qui est directrice générale d'un groupe privé, et donc avec cette vision groupe. Les groupes privés, on le sait, ont été un peu sous le feu de l'actualité. On ne reviendra pas, je pense, c'est pas le sujet, même s'il est tout à fait réel, de ces groupes privés en tant que tels, mais plutôt l'analyse d'un groupe sur l'évolution des EHPAD de ce groupe, même si bien sûr on ne peut pas occulter les sujets d'actualité, mais qui nous rappellent que les EHPAD, il y a vraiment le meilleur, et je crois qu'on va parler du meilleur aussi, mais aussi des choses évidemment beaucoup moins satisfaisantes. Donc moi j'avoue que je continue à m'impliquer sur ces sujets, et j'ai une aspiration pour davantage de qualité, évidemment, pour l'ensemble des EHPAD, si on le doit aux personnes âgées de notre pays. Voilà, alors Claude, peut-être, vous pouvez commencer en disant un peu le diagnostic de l'évolution des populations accueillies et qu'est-ce que ça enclenche comme recommandation de votre part? Effectivement, peut-être rappeler pour nos auditeurs que l'EHPAD est un modèle qui est né dans les années 2000 et qui est inscrit dans le Code d'action sociale et des familles, à la différence des soins de longue durée qui sont dans le Code de la santé publique, et que les différentes lois, notamment la loi 2016 sur l'adaptation de la société au vieillissement, et puis la loi 2002 également, ont refondé un peu les missions, et je voudrais insister quand même sur une des missions de l'EHPAD, c'est une obligation d'assurer la sécurité des résidents qui l'accueillent, la sécurité en santé aussi, la sécurité et de pouvoir bien évidemment répondre aux besoins, à l'ensemble des besoins de la personne, y compris ses besoins de santé,
et ses besoins d'éducation également, et peut-être d'autres besoins que Corinne évoquera après moi. Autrement dit, on est dans un modèle qui doit à la fois répondre et concilier deux dimensions, et c'est tout l'enjeu, je pense. C'est la dimension d'un lieu de vie domiciliaire et une dimension lieu de soins. Et d'ailleurs, dès la genèse de l'EHPAD, hein, quand on parle de plan d'accompagnement personnalisé qui doit être instruit au moment où le résident est nouvellement accueilli, il y a bien deux volets. Hein. Il y a un volet projet de soins et un volet projet de vie. Hein. Et l'enjeu, il est là. Alors, effectivement, il y a une variable qui, en 2000, n'était pas la même. Hein. Ce sont les profils, le profil de résident. Quand l'EHPAD est né dans les années 2000, faisant suite aux maisons de retraite, avec ou sans cure médicale, donc déjà cure médicale voulait dire qu'il y avait de nouveaux besoins de personnes qui relevaient un peu plus de soins que antérieurement. On accueillait dans ces établissements des résidents plus jeunes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont en général 85 ans et plus. Deuxièmement, ils avaient un état de dépendance, un degré de dépendance plus faible dans les années 2000. Aujourd'hui, 60% des résidents d'EHPAD, et je me fie à une étude que j'ai pu réaliser dans le cadre du rapport, qui est une étude qui a porté sur plus de 500 000 dossiers de résidents, donc c'est une photographie de 83% de l'ensemble des résidents, hein, sur les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, sur 5 ans. 60% des résidents en EHPAD aujourd'hui, sur cette photographie, sont classés GIR 1 ou 2. Alors, c'est-à-dire, GIR 1, c'est le groupe le plus dépendant, GIR 2, et donc les groupes 3 et 4 sont représentés par la différentielle, c'est-à-dire un peu moins de 40%, puisqu'il y a quelques GIR 5 encore. Et donc, la proportion des GIR 1 et 2, si on regarde sur 20 ans, a changé. Elle va probablement encore se modifier si on s'appuie sur les données de la DREES récente, les prospectives à 2030. Et dans cette même étude, on explique cela par le fait qu'il y a une corrélation en fait, entre ce niveau de dépendance élevé et un certain nombre de déterminants. J'en vois 3 en particulier. Un, c'est les profils médicaux, profils de soins, donc ce que le pathos permet d'évaluer précisément. Ces profils de soins qui, je rappelle, sont des profils de soins requis, c'est-à-dire qu'on essaye d'estimer les réponses devant être apportées en matière de soins en fonction de ces différents profils. Il apparaît que ces profils de soins se sont notoirement modifiés au cours des 20 ans et aujourd'hui ils sont dominés par le fait que 75% des résidents ont ce qu'on appelle des troubles neurocognitifs. Troubles neurocognitifs, c'est la façon de dénommer aujourd'hui ces maladies neuroévolutives, dont la maladie d'Alzheimer. 55% ont des troubles psychologiques et ou du comportement, ce qui explique la nécessité, d'ailleurs, on va y revenir, d'adapter ces établissements pour les accueillir dans des lieux spécifiques, comme les unités de vie, mais aussi les PASA, etc. À côté de ces deux situations particulières, ces mêmes résidents cumulent 7 ou 8 affections somatiques, en plus de cette particularité qui sont ces troubles neurocognitifs. Donc, ça explique d'une part la forte différence entre, et on a vu cette évolution s'amorcer dans les années 2010 déjà. Un premier rapport avait été remis en 2009 d'ailleurs qui mettait déjà en évidence ces changements. L'autre déterminant, c'est que quand on regarde la provenance des résidents, entre le moment où on a créé les EHPAD et aujourd'hui, la grosse différence, et on ne le dit pas du tout, c'est que la moitié d'entre eux passent par l'hôpital. C'est-à-dire qu'avant, on rentrait en EHPAD du domicile dans la majorité des cas. Aujourd'hui, quasiment une fois sur deux, ils passent par l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation de crise qui est survenue au domicile
qui est souvent liée à la rupture de les dents, fracture des dents, un fardeau en lien avec ces troubles du comportement d'ailleurs souvent. Et donc on attend finalement la situation extrême, qui est souvent un accident intercurrent médical, infectieux ou tout autre accident qui précipite la personne finalement aux urgences souvent. Bon, c'est encore un défaut du système, n'est-ce pas? Et c'est au moment où il est hospitalisé que la question se pose de finalement va-t-il pouvoir réintégrer son milieu de vie antérieur? Et c'est là que s'instruit la réflexion avec la famille, quand il y a encore une famille. Et donc ça explique que dans un grand nombre de cas, le recours à l'EHPAD se fait dans ce cadre-là. Et donc, si on se projette, et je vais m'arrêter là ensuite, si on se projette avec les données de l'adresse sur 2030, ce qui va se produire normalement, à moins d'un miracle qui serait qu'on dispose d'un traitement curatif de ces affections, pourquoi pas, j'y crois pas trop d'ici 2030. En dehors de cette situation-là, ce qui va se produire, c'est que les résidents qui aujourd'hui sont dans le rapport, 3/4 sont caractérisés par ces profils-là de troubles neurocognitifs. Il y a quand même un quart d'entre eux qui ont une dépendance plutôt physique et moins cognitive, d'accord ? Le pronostic qui est le mien, en tout cas, c'est que c'est ce quart-là qui va probablement avoir plus de possibilités de rester au domicile si on développe le domicile, et qui va de fait se substituer par un contingent de personnes qui aujourd'hui, et ça c'est la transition démographique, ils vont être remplacés de fait par des profils neurocognitifs. Donc à terme, et le terme il est déjà le cas dans certains établissements, on va avoir 90, 95, voire plus encore de résidents ayant ces particularités de profil, ce qui implique que ces établissements doivent impérativement se préparer à accueillir ces profils-là. Dernier élément, et je m'arrête là, l'autre prévision démographique dont on ne parle pas beaucoup non plus, c'est que parallèlement ou inversement parallèlement à l'augmentation du nombre de personnes qui vont devoir être accueillis, eh bien, on va assister à une diminution du nombre des aidants. Et donc aujourd'hui, la situation est masquée par le fait qu'il y a une aide informelle qu'on mesure mal, mais qui va probablement ne va pas suivre la tendance de la démographie des personnes à aider. Et donc, ça va se traduire par le fait que on ne pourra pas, même avec un virage domiciliaire, enfin des moyens alloués au domicile, on ne pourra pas faire face à toutes les situations. On aura donc toujours besoin d'EHPAD. Je pense qu'on devra créer des places d'EHPAD. Voilà. Merci Claude pour ce diagnostic effectivement de l'évolution de la population accueillie et qui va être accueillie en EHPAD, et donc avec ce constat, il ne faut pas négliger l'aspect lieu de soins de l'EHPAD. Alors j'accueille Sophie Boissard qui nous a rejoint, et Sophie, donc évidemment, je le redisais, l'idée c'est de voir effectivement, de réfléchir sur cette double objectif, cette double contrainte, un EHPAD lieu de soins mais aussi lieu de vie. Et donc là, je vais donner la parole à Corinne Antoine-Guillaume donc pour exposer sur un cas très concret, effectivement, comment on peut concevoir un EHPAD lieu de vie, même avec l'évolution qui vient d'être décrite par Claude. Et puis ensuite, Sophie, voilà, la vision un peu d'un groupe sur comment arrive-t-on à concilier ces deux éléments. Et puis, débat général, bien sûr. Alors peut-être juste le contexte. Donc moi je suis donc directrice d'une maison de retraite EHPAD à Guingamp, donc une commune de 7000 habitants, 72 donc habitants à la résidence, un GMP à 789, troubles cognitifs 70-75%, un pathos à 210. La structure, c'est un ancien foyer logement, donc en 1977, donc structure HLM. Donc pas du tout adapté, bien évidemment, lorsque ça a été transformé en EHPAD. Donc en fait, moi j'ai envie de raconter mon histoire, tout simplement. En 2013, donc en septembre 2013, je prends le poste en tant que directrice, et
je constate, comme peut-être aujourd'hui mes collègues, en fait la sinistrose de la situation, avec des collègues aides-soignantes, infirmières, c'était trop lourd, on en avait assez, ils étaient tous à la limite sous Prozac, s'il avait fallu. Et puis, clairement, une maltraitance institutionnelle. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pris ce poste-là? Si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je voudrais faire? Et je me suis dit, mais je suis certainement pas seule, au moins avec l'ensemble de mes collègues, à voir ce tableau vraiment gris. Peut-être que derrière, si on s'y met tous, on va peut-être remettre un petit peu de couleur sur ce tableau. Donc, j'ai fait quelque chose où je pense qu'il est essentiel, nous, en tant que directeur, c'est que je suis sortie de mon bureau et je suis allée au plus proche de la réalité. Donc, j'ai suivi des aides-soignantes, je suis allée voir ce que faisait aussi l'infirmière co, le cuisinier, la lingère. J'ai suivi aussi la personne d'hébergement, mais aussi l'homme d'entretien. Et à partir de là, j'ai observé, j'ai surtout analysé et de me dire mais que c'était tous des personnes qui avaient du potentiel et qui avaient envie de bien faire. Simplement aujourd'hui, avec aussi cette loi 2002, où on mettait vraiment au centre notre résident ou notre patient, mais on en oubliait parfois le soignant. Et qui nous étions, nous, soignants? Donc, je donne ma copie à Monsieur le maire en fin septembre, mais surtout fin décembre 2013, où je lui dis j'ai besoin des moyens, mais je veux surtout une formation pour nous tous. Et il me dit on y va. Carte blanche. Donc derrière, en 2014, nous avons tous suivi une formation, que ce soit moi, la direction ou l'ensemble de l'établissement. Et nous sommes allés travailler sur surtout la bientraitance, parce que je ne savais pas trop comment nommer. Mais c'est surtout que nous avons repris la loi 2002 et j'ai remis la réalité face à les soignants quand ils maltraitaient. Je peux donner des exemples. Lorsqu'on laisse la chemise de nuit en dessous de cette robe pour soi-disant aller plus vite, lorsqu'on donne la béquée tout en regardant le portable, je leur ai dit moi je veux bien. Tout ça, ok. Mais si s'il y a une plainte, j'assumerai. Je suis directrice. Mais les actes, ce n'est pas moi. Donc derrière, reprenons chacun nos responsabilités et en fonction de ça, peut-être qu'on peut changer le fonctionnement. Et donc, au fil de cette formation, on s'est découvert qu'on était tous des soignants, parce qu'il était aussi important que les soignantes, bien évidemment, pour l'acte de soins à proprement parler, que le cuisinier, parce que derrière, c'était aussi très important qu'ils aillent au restaurant. Les changements s'opèrent, il y a des prises de conscience, et on fait aussi une formation tous toucher massage. Je me disais que pour qu'on prenne soin de alors on appelle nous aujourd'hui les habitants, il fallait d'abord que je prenne soin de mon équipe. Sinon, j'y arrivais pas. Il fallait aussi qu'elles se connaissent, ces personnes, avec leur moi, en se disant qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je suis là. Et donc à partir de là, en 2015, on a écrit nos valeurs et ces valeurs institutionnelles portée par bien évidemment aussi le CCAS, mais bien évidemment aussi par les résidents. On a commencé à avoir une autre politique et surtout une autre approche, puisque nous étions tous soignants. Ce n'était peut-être plus forcément la toilette qui était le plus important dans une journée, mais peut-être le repas, peut-être l'animation. Et surtout, on a enlevé ces fameuses blouses avec ces différentes couleurs et ces codes, et on a commencé à travailler tous ensemble. Ça n'a pas été sans mal parce que bien évidemment, les aides-soignantes qui étaient en difficulté dans ce changement, on fait de la résistance, donc on provoquait vraiment comment je dirais, parce que je l'ai très mal vécu, alors l'émotion va monter, mais je veux dire, on mit en doute tout ce que l'on mettait en place, puisque pour moi, un des défauts de nos EHPAD, c'est d'avoir donné, et avec tout le respect qu'on leur doit, mais beaucoup trop de pouvoir aux aides-soignantes et aux infirmières. Puisque derrière, elles ont l'impression, et elles prennent en charge toute l'organisation d'un établissement, alors que normalement, ce n'est pas à elles de le porter. Nous d'abord directeurs, il me semble, mais également de se dire qu'elles doivent avoir foi dans ce qu'elles devaient préparer à la base, c'est-à-dire s'occuper de l'humain.
et non pas cette organisation de savoir combien de toilettes on va faire, combien de repas on va donner. Donc derrière, j'ai essayé de décharger avec elles leur charge de travail et de se dire, si on reprenait une organisation dans la globalité, qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et donc, on a travaillé sur les référentiels métiers, AMP, aide-soignante, infirmière, et à partir de là, on a vu que tous les acteurs de l'EHPAD pouvaient porter l'organisation. Donc, on a travaillé, bien évidemment, je n'ai jamais dit mon souhait, mon baguette magique, vers où je tendais, mais c'était l'idée, c'était de créer une commune. Et donc, en fait, je me présentais tout à l'heure comme directrice de la résidence, mais en fait, je suis Madame la maire de Kersalik. Et donc, au rez-de-chaussée, nous avons, donc maintenant, puisque nous avons cheminé sur ce côté domiciliaire depuis 2017, nous avons créé des villages. Dans ces villages, alors, je retrouve un peu ce que vous aviez proposé, professeur Jandel, c'est-à-dire que nous avons sectorisé. Et chaque village correspond aux pathologies ou au profil de nos habitants. Mais on est allé au-delà, c'est-à-dire que derrière, nos soignants ont un certain profil. Et que les projets de service et les projets de village ne sont pas tous identiques. Et donc, on va chercher depuis 2017 le potentiel de nos habitants. Ils peuvent avoir une démence, mais ils arrivent encore avec du potentiel. Et au même titre que nos soignants, ils ont du potentiel et des talents. Donc aujourd'hui, on est donc 2018, les vrais villages. 2019, on a continué à évoluer et surtout à écrire notre projet, à le faire vivre de façon, comment je dirais, très autonome dans chaque village. Et puis 2020 est arrivé. Alors effectivement, avec la crise Covid, mais ce qui nous a renforcé dans notre identité, puisqu'on a été mis sous cloche. Donc derrière, on a avancé encore plus vite dans notre projet. Et puis, a été créée à ce moment-là la brasserie, puisque aujourd'hui, nous avons un restaurant brasserie au Papy et aux Mamies. Nous avons créé un bistrot. Nous avons une boutique. Nous avons un cinéma. Et puis, là, à ce moment-là, nous, en 2020, lors de la crise, on a été demandé à nos citoyens qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils voulaient évidemment pas être enfermés dans leur chambre, donc il y a eu la liberté. Et on a vécu du vivre ensemble. Et donc là, à ce moment-là, comme on s'est dit, la temporalité, on ne l'a plus. Donc comment on va pour aller encore plus loin dans notre projet? Donc depuis 2020, nous n'avons plus d'horloge dans l'établissement. Je pense que vous avez pu le constater. C'est-à-dire que nos habitants, ils vivent la vie qu'ils veulent, ils se lèvent quand ils veulent, ils mangent quand ils veulent, ils s'endorment quand ils veulent. Tout simplement parce qu'on a mis une organisation aujourd'hui, nos aides-soignants, il y en a une qui va peut-être arriver à 7 heures, mais elles vont arriver au fil de l'eau dans la journée. Et on va surtout mettre le personnel au moment où on en a besoin et non pas à 6h30 du matin, puisque nos habitants dorment. Donc ça veut dire aussi que c'est un changement total par rapport à nos soignants. Derrière, il y a une réflexion. Et c'est de se dire de quoi on a besoin pour être heureux tous ensemble. Et c'est de créer ensemble cette organisation et pas d'avoir les aides-soignants d'un côté, les personnes de la restauration, mais de se dire comment on peut faire dans ce système et puis pour le bien-être de tous. Donc 2021, nous sommes un tiers-lieu, mais nous sommes un tiers-lieu dans l'organisation totale. Faut peut-être dire pour notre public, ça veut dire quoi? Alors ouverture vers l'extérieur, évidemment, sur des activités ouvertes sur le quartier, sur nos jeunes. Et donc aujourd'hui, on fait réellement rentrer l'extérieur à l'intérieur de notre établissement, malgré la charge, si on regarde le GMP. Mais ça veut dire aussi que c'est garant de la qualité de soins que nous devons apporter. C'est-à-dire que les lieux doivent être toujours très propres. Le ton de voix doit toujours être très juste et l'accompagnement doit être très juste. Puisque derrière, aujourd'hui, nous avons du public qui vient nous voir. Nous avons les familles qui sont de partie très intégrante de la vie de la collectivité. Et donc derrière, aujourd'hui, le fruit de ce travail fait que je n'ai pas de manque de personnel.
Les gens sont heureux de venir travailler chez nous. Mais surtout aussi, la durée de séjour de nos habitants est aussi plus importante. Par contre, ce qu'on a réussi à développer, c'est qu'en temps de crise, nous avons bien évidemment l'HAD, nous avons des dispositifs qui nous entourent, à qui on fait appel. Mais en termes vraiment de soins au quotidien, nous n'avons pas une armada de soignants urgentistes, voilà. Mais à juste titre, quand on en a besoin, oui, on a une organisation tout autour de nous. Et votre sujet, effectivement, c'est de vous inscrire sur un territoire avec des équipes qui peuvent vous aider. Et ce que vous me disiez, en revanche, évidemment, comme dans beaucoup de territoires, c'est évidemment du côté des psychiatres qu'il y a aujourd'hui une carence. Alors, psychiatres et gériatres, bien évidemment. Mais là aussi, à nous peut-être de développer, enfin, notamment nos infirmières en pratique avancée, enfin, tout un réseau de professionnels qui... tout à l'heure, je le disais, nous avons aujourd'hui 12 aides-soignants formés en assistants de soins gérontaux. Donc là aussi, c'est de se dire que le point fort que c'est... Enfin, moi, à chaque fois que je fais une réunion de service, c'est toujours pour apporter de la formation. C'est toujours pour alimenter la connaissance des soignants, pour pas qu'on soit toujours dans ce « on ne peut pas faire », on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps. Et ça, derrière, c'est peut-être à nous, directeurs, de se dire, si on a aussi des objectifs avec l'ensemble de nos équipes, ben, c'est le mieux vivre. Et que, je veux dire, la sinistreuse actuelle, moi, me touche, parce que je me dis que, bien sûr, on n'a pas les moyens, bien sûr, il y a plein de choses que j'aimerais, mais je fais avec le peu que j'ai. Et surtout, j'encourage mon équipe à poursuivre cet accompagnement de qualité auprès de nos habitants. Voilà. Mais moi, je suis une directrice heureuse. Et je pense une équipe aussi. Un personnel heureux, et vous avez dit effectivement que vous n'avez pas trop de problèmes de recrutement ou de fidélisation. Ouais. Alors j'ai juste aussi peut-être pour compléter, depuis 2019, nous sommes une troupe de théâtre et nous nous produisons sur scène pour décrire un petit peu ce que l'on fait au quotidien entre ces maltraitances institutionnelles avec ces viols hygiéniques et puis ce système quand même qui existe. Et aujourd'hui, où nous n'avons plus cette temporalité, où nous faisons effectivement voilà, un accompagnement différent. Mais nous sommes aussi porteurs de ce message en disant que c'est possible, le changement. Merci Corinne. Donc on a vu deux points de vue qui ne sont pas du tout inconciliables. Hein. Donc lieu de soins, lieu de vie. Sophie, donc en tant que directrice générale d'un grand groupe donc privé, dans votre réflexion, vous avez forcément effectivement ces deux éléments à concilier. Comment vous voyez effectivement l'EHPAD de demain, à partir de ces deux données notamment? Merci Dominique. Alors moi, je le vois d'abord en étant dans une communauté finalement d'établissements dans 7 pays d'Europe. Nous sommes présents à la fois en France, mais aussi en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique et désormais au Royaume-Uni. Et ce que je voudrais d'abord, peut-être pour faire le lien avec à la fois ce qu'a dit Claude Jandel et ce qu'a dit Madame Antoine Guillaume, c'est que la réalité du vieillissement que le professeur Jandel a décrite, on la retrouve à peu près de la même manière dans tous les pays. C'est-à-dire effectivement aujourd'hui une aspiration parfaitement légitime, fondée, je pense vraiment très forte, à vieillir chez soi, dans un chez-soi qui est le chez-soi d'origine ou un chez-soi choisi, entouré de ses proches. Et puis, lorsqu'on aborde aux frontières du très grand âge, et en particulier avec soit un accident de santé, la chute, et souvent un début des difficultés cognitives, et surtout lorsque l'aidant, le conjoint, le proche, n'est plus en situation d'eux, eh bien la nécessité de recourir soit à un accompagnement à domicile médicalisé, soit évidemment à une solution de type institutionnel. Et ça, je dirais, la France n'est pas dans une situation différente. Je pense que c'est un premier point important. Deuxième chose, et on a beaucoup travaillé avec notre réseau de directeurs, directrices à travers l'Europe, à finalement à la fois comparer les situations, comparer les organisations, pour justement essayer de mettre des mots sur ce ressenti de
de bons soins ou au contraire de soins, de mauvais soins, ou en tout cas avec ces termes affreux et terribles de maltraitance institutionnelle. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, les organisations en France étaient assez comparables aux organisations allemandes ou aux organisations italiennes ou aux organisations finalement des autres pays, voire en réalité en termes de personnel, en termes de compétences présentes dans les structures, meilleures que ce qu'on peut trouver en Espagne ou en Belgique. Ça, c'est un élément important. Donc, même situation en termes de vieillissement, même situation en termes de GMP, PMP, si on a essayé vraiment de les comparer avec les mêmes choses, et en termes d'environnement humain, de professionnels au chevet, à peu près la même chose. Ce qui fait une énorme différence, c'est exactement ce que vous avez décrit. C'est des organisations qui sont soit très taylorisées, très militaires et très calquées sur l'hôpital. Et celles-là sont vraiment à tout point de vue et pour les résidents, leurs accompagnants, mais aussi pour l'équipe, clairement pas celle qu'on souhaite, ou des organisations qui arrivent à se mettre au rythme, à la fois évidemment des résidents, mais aussi au rythme de l'équipe soignante. Et ça suppose évidemment d'avoir un travail beaucoup plus individualisé, dans lequel finalement on accepte de se dire que l'organisation qu'on va mettre en place à Guingamp n'est pas celle qu'on va mettre en place au cœur de Paris ou en Seine-Saint-Denis lorsque les temps de trajet depuis le domicile ne sont pas les mêmes, qu'on arrive vraiment à réfléchir, à poser, à prendre le temps de poser finalement l'ensemble des contraintes ou des éléments d'organisation pour essayer de trouver avec une équipe stable bien sûr et vraiment avec l'encadrement de proximité quelle est la bonne organisation. Et moi, je voudrais dire plusieurs choses. D'abord, je suis convaincue qu'on a conçu nos maisons de retraite il y a 20 ans, 25 ans pour finalement des personnes qui étaient surtout en mal de contacts sociaux, avec finalement une organisation très hôtelière. Hein, on le voit bien, en tout cas dans les structures notamment qui ont été construites à ce moment-là et qui sont plutôt des structures aujourd'hui dans des structures comme Corian, donc plutôt assez hôtelières, avec une grande salle de restaurant, avec voilà. C'est juste plus du tout adapté à un environnement et à des personnes qui ont vraiment besoin, au contraire, vraiment d'un petit environnement, peu de personnes autour d'elles, des points de repère très familiers, donc un espace comme à la maison, donc en maisonnée. Et ça, le cadre d'organisation, et là la réglementation aussi des espaces est importante, ça a été beaucoup mieux pris en compte en Allemagne ou en Italie par exemple. Moi en Allemagne, toutes mes structures sont organisées autour de maisonnées, avec des salles à manger à l'étage, ce qui veut dire que le matin, le petit déjeuner, on le met en place à l'étage, libre accès au frigo, etc. On se lève, on va prendre son petit déjeuner, on revient dans sa chambre, enfin bref, comme à la maison. Faire ça dans les structures françaises, ça suppose que vous avez décrit avec votre foyer logement de la reconstruction. Et moi, si j'avais une baguette magique, d'abord, j'aimerais bien pouvoir transformer mes espaces de vie tout de suite comme cela. Tous ceux qu'on reconstruit aujourd'hui sont comme ça, mais ça prend du temps. Et puis, les organisations de travail, il faut vraiment, et la location des tâches, il faut vraiment la repenser de manière beaucoup plus pluridisciplinaire. Et je me suis tout à fait retrouvée dans ce que vous dites. On est en train, aujourd'hui, on a mis en place depuis 2019, on a fait deux choses en 2019. D'abord, on a travaillé sur un certain nombre d'engagements partagés avec une visée de responsabilité sociale et environnementale. Donc, on s'est dit, premier engagement partagé, on veut avoir déployé et proposé dans toutes nos structures une formation aux thérapies non médicamenteuses. Et qui part d'une philosophie qui est de dire on souhaite vraiment pouvoir accompagner chez chacun pas regarder ce qu'il ne peut plus faire, mais ses talents, ce que vous avez dit, ses aspirations, et construire le projet personnalisé, mais le projet d'établissement à partir de ce qu'il peut faire. Et donc, on a vraiment construit notre approche de soins et formé autour de cela, et c'est le premier axe. Deuxième axe, on s'est dit il nous faut des standards de qualité partagés, et évidemment en ayant défini un certain nombre de standards qui embrassent tous les éléments de la vie de l'établissement. Ça a été un projet d'ISO 9001 qu'on a déployé en prenant les meilleures pratiques européennes, et on est aujourd'hui à 50% des établissements certifiés. Troisième axe, et ça j'y tiens énormément,
Gouvernance. Alors, on est loin d'être rendu, je ne prétends pas qu'on soit parfait, mais tout commence par avoir, alors vous l'avez quand vous avez un conseil d'administration propre à une structure isolée, dans des structures qui appartiennent à des institutions plus larges, j'imagine que c'est aussi le cas chez Partage et Vie, on a les CVS, mais on n'a pas de conseil d'administration. Et je vois que quand on a un CVS qui marche, avec des résidents. Conseil de la vie sociale. Pardon, conseil de la vie sociale, voilà, pour ceux qui sont moins familiers du médico-social. Donc, quand on a ce conseil de famille, conseil de résidents, avec une participation de la commune, pour de vrai, et lorsqu'on utilise cette instance, pas seulement pour y déposer les informations obligatoires, mais comme une vraie instance de régulation et de travail d'un projet, et donc de délibération collective, ce que vous avez dit, eh bien, tout devient beaucoup plus simple. Les choses sont posées, les choses sont dites, parfois les difficultés sont exposées, mais il y a un endroit où les résoudre. Donc, on a beaucoup travaillé sur ces CVS et sur la création d'une espèce de CVS, qui est finalement notre conseil de parties prenantes, qui, au niveau national, accompagne l'équipe du pays. Et puis, on a fait une deuxième couche en 2019. On s'est dit qu'on ne pouvait pas bien soigner si les soignants et les équipes n'étaient pas elles-mêmes bien dans leur tête, dans leur métier, dans leur équipe, dans leur établissement. Et donc, on a pris un certain nombre d'engagements sur la santé au travail, et notamment sur l'accidentologie, en ayant cette vision que pour le coup, en France, on a une accidentologie, c'est-à-dire une fréquence des accidents au travail avec arrêt dans les milieux médico-sociaux et sanitaires qui est le double de celle que j'ai dans mes autres pays européens à structure équivalente. Je reviendrai après sur ce sujet. On a pris aussi un certain nombre d'indicateurs sur la formation, bien sûr, mais surtout sur la formation qualifiante, sur la promotion professionnelle. C'était donné à l'époque l'objectif d'avoir au moins 10% de nos collaborateurs engagés dans des formations qualifiantes, que ce soit des jeunes en alternance ou des personnes plus expérimentées en promotion professionnelle, et on y est aujourd'hui. Et on a pris aussi un indicateur de fidélisation plutôt que de mesure du turnover, parce qu'on a réalisé en fait que ce qui était très important, c'était d'avoir un noyau stable dans une équipe qui soit capable d'agréger. Ça, c'était 2019. Ensuite, le Covid est arrivé avec ce choc terrible de la première vague qui a été vraiment très ébranlant pour tout le monde, avec en particulier l'enfermement et ce sentiment de devoir exclure, rompre les liens familiaux qui a été vécu comme incroyablement violent, notamment par les équipes, je crois qu'il faut quand même le dire, ce sentiment d'être participé de quelque chose qui était inhumain. Même si d'autres liens et d'autres choses se sont recréés à la place, mais c'était quand même très difficile. Et du coup, on a retravaillé sur nos valeurs, en se disant qu'est-ce qui a fait qu'on a tenu, et qu'est-ce que donc nos 3 valeurs, la confiance, l'initiative, la responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire dans nos comportements de tous les jours, qu'est-ce qu'on doit faire et pas faire. Qu'est-ce qui se passe quand je vois que mon collègue est appelé dans une chambre, ne vient pas et que la personne est découverte? Est-ce que je rentre et je remets la couverture en place, même si ce n'est pas la personne dont j'ai la charge? Est-ce que je fais une remarque ou est-ce que je ne fais pas de remarque? Toutes ces dilemmes éthiques que finalement les équipes rencontrent. Et on a vraiment eu tout un temps d'échange sur finalement ces situations qui peuvent être difficiles ou au contraire qui peuvent être gratifiantes au quotidien, pour en faire vraiment on en a fait un jeu en fait, une espèce de Pictionary des valeurs qui permet régulièrement de se retester et de rechallenger finalement dans une équipe sur les bonnes pratiques. Et donc, moi je pense qu'en réalité, en repartant finalement à la fois de la mission même, de la raison d'être de nos métiers, en repartant des aspirations d'une équipe, du pourquoi on est là et qu'est-ce qui fait qu'on se lève tous les matins et qu'on vient, même quand il y a du Covid, même quand c'est compliqué. Qu'est-ce qui fait qu'on a finalement le sentiment vraiment de quelque chose de gratifiant, d'une joie, ou au contraire, qu'est-ce qui rend les choses difficiles et conflictuelles. Et cette question de la gouvernance, de la bonne gouvernance sur le site, et pas du tout loin, vraiment au plus près. On arrive vraiment à avoir une dynamique très positive et on voit en fait aujourd'hui à quel point on arrive à fidéliser, à quel point on arrive à faire venir des jeunes au métier, à quel point on arrive aussi à créer des filières de formation. Je vois à quel point l'alternance c'est génial pour les jeunes, mais c'est aussi génial pour les tuteurs et pour tout ce que ça veut dire en termes de relève. Et donc moi je suis aujourd'hui très convaincue et de la valeur du modèle médico-social et des maisons et de la maison de retraite. Je pense, comme vous l'avez dit, professeur, c'est vraiment on en a besoin dans la chaîne et tout en privilégiant le domicile. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre.
l'EHPAD, aujourd'hui la maison de retraite, joue vraiment un rôle aussi de relais et de répit pour les aidants. Et c'est une fonction essentielle. Et plus ça va aller, plus c'est essentiel. Parce que les aidants vieillissent. Et donc, il faut qu'on ait ce rôle-là. Et surtout, il faut qu'on se réinterroge, qu'on continue à se réinterroger pour arriver vers les organisations que vous indiquez, sur des organisations plus flexibles, qui soient moins monocolores, et pour arriver à imposer le système des maisonnées à l'intérieur des maisons, avec une répartition des tâches, une participation aux tâches qui soit beaucoup plus collaborative. Ça, j'en suis convaincue. Et donc, il faut qu'on sorte d'une vision qui est finalement quasi militaire de l'allocation de tâches, qui est humiliante. Je n'ai pas peur de le dire. Hein. Il y a ce que fait le médecin, il y a ce que fait l'infirmier, le cadre infirmier, il y a ce que fait l'aide-soignant, et puis il y a ce que fait l'ASH ou l'AVS ou l'AMP. Et c'est comme si on passait toujours à l'autre ce qui n'était pas assez noble pour être fait par. Plus cette difficulté en France que je trouve, moi, qui est aujourd'hui mon combat numéro 1, qui est le fait qu'il faut ouvrir le robinet à diplôme. J'ai honte quand j'ai aujourd'hui, comme c'est le cas, des centaines de personnes qui sont prêtes à passer le jury pour devenir aide-soignante, qui ont toutes les compétences, qui se sont formées, et je n'ai pas de jury. Je n'ai pas de jury. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment de jurys dans l'année, hein, c'est ça, organisé? Parce que j'ai découvert, c'est pire, j'ai découvert qu'il y a un arrêté pris par le DGOS, donc le directeur ou la directrice générale de l'organisation des soins, qui limite à 3 par an et par département le nombre de jurys habilités à siéger pour délivrer le diplôme d'aide-soignant. 3. Quand on sait qu'un jury, en moyenne, c'est 3 personnes et qui sont capables de faire en une semaine 30 personnes, ça veut dire que sur l'Île-de-France, on a aujourd'hui 90 diplômes d'aide-soignants qui sont offerts en formation professionnelle continue à des milliers de personnes qui sont prêtes, pourtant, c'est souvent des L, à passer ce jury. Donc on a aujourd'hui un robinet à qualification qui est fermé. C'est une réflexion qui a confiée à Myriam El Khomri, puisque donc... qui a été confiée une fois déjà, et qui vient d'être reconfiée. C'est formidable, ça fait 4 ans. Il faut juste avoir des jurys. Elle est super, Myriam. Super, Myriam. Donc c'est très bien qu'elle soit là, quoi qu'on pense. Enfin, voilà, donc, parce que, donc, pour nos auditeurs, c'est dans le cadre du Conseil national de la refondation qu'il y a de nouveaux groupes qui se forment. Après un certain rapport Lipoud, n'est-ce pas? Oui, non, mais on aurait peut-être pu aller quelque fois plus vite. Enfin, je pense que Myriam partage aussi dans l'action, mais enfin voilà, donc néanmoins, voilà, donc il y a à nouveau cette réflexion, donc je pense qu'effectivement ce type de réflexion peut être tout à fait porté. Alors, moi j'ai beaucoup de questions hein, dans le chat pour vous tous. Alors, je vais mes questions et en vrac, et puis ensuite je vais redonner la parole aux uns aux autres. Certainement une question pour Claude, effectivement votre vision un peu plus après diagnostic sur comment concilier effectivement lieu de vie et lieu de soins évidemment. Donc qu'est-ce que j'ai comme question? Je vous donne un peu en vrac. Hein. Alors oui, pour Corinne, enfin ça c'est ma question à moi. Je crois que ça serait bien d'aller encore un peu plus loin dans le descriptif de la maisonnée, enfin du village effectivement, comment ça fonctionne. Hein. Mais donc moi je l'ai vu et je pense que voilà, parce que alors, les gens, d'ailleurs bravo pour votre expérience basée sur l'humain, tout ça, donc des témoignages effectivement de félicitations et d'intérêt. Des questions, est-ce que le financement d'aujourd'hui sont adaptés aux EHPAD de demain? Ça pour tout le monde. Donc, voilà la question du financement par rapport à cette EHPAD de demain. Est-ce que, alors pour vous, Corinne, toujours, je connais la réponse, mais enfin, je crois, est-ce que vous dispensez des formations auprès des autres EHPAD? Question. Question aussi là, pour l'expérience de l'EHPAD Karsalic centrée sur l'habitant, n'est-elle faisable que dans le secteur associatif des EHPAD? Ça, c'est aussi pour Sophie. Les résidents ont-ils le droit de sortir quand ils veulent? On a parfois l'impression, avec un regard extérieur, qu'ils sont totalement infantilisés. Donc voilà une question. Impliquer les résidents, c'est une clé. N'y a-t-il pas une obligation d'avoir un projet résident dans les établissements porté? Donc voilà, enfin, et comment? Mais je pense qu'effectivement il existe ce projet, mais ensuite comment le faire très concrètement? Et alors Sophie, une petite question par rapport au j'ai une actualité sur les EHPAD privés sur l'actionnariat financier dans les groupes privés. Est-ce que c'est pas un problème par rapport à cette attention donc à l'humain évidemment, et c'est faire référence évidemment à l'affaire Orpea, bien connue des uns et des autres. Claude,
pour commencer? Oui, je vais essayer de répondre. Je voudrais déjà dire que le possible n'est pas impossible. La preuve, on en a ici la traduction, et il y en a d'autres. Et donc, il faut bousculer le modèle, hein. Mais il faut faire vite. Il faut faire vite, et on a perdu du temps déjà, on l'a dit. On a encore un modèle ancestral. On a l'EHPAD qui a mal vieilli, on vient de le dire. On a le soin de longue durée qui a très mal vieilli aussi. On a depuis des résidences STOMI et services qui finalement accueillent aujourd'hui ce qu'accueillait l'EHPAD il y a 15 ans. Donc il y a eu un glissement, hein. Et en fait, les résidents d'EHPAD ou habitants correspondent au profil des ex-soins de longue durée. Enfin, donc tout est à revoir, il faut décloisonner tout ça. Et arrêter de confondre, de différencier le médico-social, le sanitaire. Enfin, c'est un cloisonnement de plus. J'aurais allé plus loin par rapport à ce que disait Sophie sur cette hiérarchisation des rôles. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Une aide-soignante, donc c'est pas une soignante, puisqu'elle est là pour aider un soignant. Donc déjà, le terme est impropre, il a très mal vieilli aussi. Mais aujourd'hui, on lui fait jouer un rôle, alors je parle des aides-soignantes diplômées, moi, mais on fait déjà jouer un rôle aux agents de soins qui ne sont pas aides-soignants, un rôle d'aide-soignant, que vous disiez, par défaut d'aide-soignant. Bon, les aides-soignantes, on leur fait jouer un rôle parfois d'infirmière. Je rappelle qu'elles délivrent, elles administrent, distribue les médicaments sous la supervision d'une infirmière. Encore faut-il qu'il y ait une infirmière. Or, il n'y en a pas toujours. Donc, il faut également, alors ça, je vais provoquer, je pense que dans ce registre-là, hein, de l'EHPAD, il faut créer un nouveau métier. Alors, on a soit le transfert de tâches, alors à la vitesse où on fait évoluer les ingénieries de diplôme, ça ne va pas assez vite, hein. Les référentiels aides-soignants ont été modifiés récemment, mais pas assez. Et puis on a les infirmières, et en fait, il faudrait confondre les deux. Enfin, il faudrait que ces deux métiers, finalement, n'en fassent plus qu'un. Ça valoriserait les métiers, ça donnerait envie, peut-être également aux personnes de venir travailler, parce qu'il y a le problème d'attractivité, hein. Et donc, il faut faire preuve d'ingéniosité, de flexibilité dans tous ces sens, et se poser la question, est-ce qu'il y a encore une place aujourd'hui pour différencier le rôle d'une aide-soignante d'une infirmière? Je ne suis pas certain de ça. Vous parliez des IPA tout à l'heure, c'est dans le rapport également. Les IPA dans le rapport, c'est quoi? C'est de dire, voilà, il faut une fonction d'expertise que n'ont pas forcément les infirmières en gérontologie. Les assistants de soins de gérontologie, c'est un peu le même modèle, mais pour les aides-soignants, et qui vont accompagner le médecin, qui lui, n'a pas le temps de faire l'ensemble des évaluations. Donc, ce rôle des IPA est important aussi, hein. Alors, je ne sais plus les questions que j'avais, c'était sur... Non, mais vous avez déjà pas mal répondu, Claude. D'accord. Oui, de toute façon, je propose qu'on continue, puis éventuellement... Et je termine sur une chose, sur l'attractivité quand même. Je pense que si on ne va pas assez vite pour changer cette représentation des métiers, on va avoir de grandes difficultés pour être attractif. Une infirmière à l'hôpital, on fait déjà la différence, nous, à l'hôpital, entre une infirmière de bloc, une infirmière anesthésiste, une infirmière en endocrinologie. C'est une infirmière, c'est pas les mêmes métiers. Mais l'infirmière d'EHPAD, c'est encore un autre métier, hein. Et quand elle vient de l'hôpital, elle perd ses réflexes très vite d'hôpital. Donc, il faut, si on veut vraiment fidéliser ces métiers dans l'EHPAD, il faut en faire des métiers à haute valeur ajoutée. Et c'est possible c'est très, très, très riche et très compliqué. L'accompagnement d'un résident d'EHPAD, c'est aussi compliqué que l'accompagnement d'un patient à l'hôpital. Il faut le dire, ça, et le redire. Alors, effectivement, pour rebondir, nous aujourd'hui, effectivement, ils n'ont plus la qualification aide-soignante AMP ou AES. Alors, étant ancienne directrice d'école d'aide-soignante, automatiquement, moi, j'embauche avec des diplômes automatiques. Soit bac pro, soit effectivement, après, on monte en compétences, mais au moins des personnes diplômées. Et ça change la vision, puisqu'il y a aussi des compétences qui arrivent. Il y a une autre vision et donc une force pour nous dans le collectif. Nous, alors, tout à l'heure, j'ai employé le mot soignant. Nous, on est tous des accompagnateurs de la vieillesse.
On n'est plus, justement, on n'est plus aide-soignant, AMP ou autre. Donc, dans notre organisation, puisque ça c'était une de des questions, qui aujourd'hui, en fonction donc des villages et en fonction des profils de nos habitants, bien évidemment, le projet ne va pas être le même. Donc l'accompagnement ne va pas être le même. Lorsqu'on est avec des personnes avec des troubles cognitifs majeurs qui déambulent énormément, s'ils déambulent toute la nuit, automatiquement le matin, j'ai pas besoin d'avoir 3 ou 4 aides-soignantes. Je n'en aurai qu'une. Et qui va arriver le matin, peut-être à 7h15 ou 7h30, et qui, si tout le monde dort, va peut-être aller faire du ménage, ou va aller faire du rangement, ou va peut-être préparer déjà le repas du soir. Puisque derrière, aujourd'hui, dans nos villages, nous avons tous, on a mis des offices et des salles de restauration. Et donc, le repas du soir est préparé par l'ensemble de nos habitants, puisqu'ils ont l'utilité. Donc, si le matin, tout doucement, ça se réveille, ils vont aller faire les actes de soins si besoin. Mais si je reviens sur le village Tianéol, aujourd'hui, elles ont un tel dépassement et une telle acceptation de leur métier qu'en dessous leur t-shirt, elles ont réussi à avoir des t-shirts couleur chair. Et donc, pour ne pas violenter dans la toilette, elles vont être en capacité d'enlever ce t-shirt et par effet miroir que la personne arrive à faire sa toilette seule. Quand on arrive à ce dépassement de soi par rapport à un soignant, je me dis bravo. Je suis persuadée que ce que l'on fait, nous, à Kersalik, ça se fait peut-être déjà ailleurs, parce que je vais être très, très modeste, mais c'est aussi possible partout, à condition que le soignant ait bien en tête le pourquoi de sa fonction et surtout de quand il a voulu faire cette formation, qu'est-ce qu'il animait. Donc voilà. Donc l'organisation, nous, pour revenir à ce que vous demandiez tout à l'heure, Monsieur Libaud, c'est que derrière, évidemment, s'ils se sont tous levés à 8h ou 9h ou voire 10h, le repas du midi va être décalé de temps. Puisque on va quand même pas redonner après le petit déjeuner de 10h ou de 11h, on va pas redonner le repas. Donc on va tout décaler, mais ça veut dire que l'équipe est en capacité aujourd'hui de ne pas être à la tâche, mais bien aux besoins de l'autre et de prendre en considération le rythme de l'autre. Donc, il n'y a plus ce côté, t'as pas fait ton travail là ce matin, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Enfin, tu as vu l'heure qu'il est, tu n'as pas nettoyé, c'est le bazar partout, il me reste encore autant de toilettes. Non, chez nous, il n'y a plus ça, puisqu'il y a la continuité de soins et l'importance de chaque équipe, que ce soit du jour ou de la nuit. Et tout ça, effectivement, puisque tout à l'heure vous parliez aussi non, évidemment, nous n'avons pas tous pas suffisamment les moyens. Nous sommes aujourd'hui à 2 000 € au mois. Et la tarification du conseil départemental nous fixant ce tarif, oui, avec un peu plus, on ferait encore mieux. Mais c'est un espoir. Alors le pathos, si on pouvait le transformer aussi, ce serait intéressant, parce qu'aujourd'hui, nous, tout le système de prévention que nous faisons, on ne peut pas le valoriser. Voilà. C'est important de le dire, le système de financement ne prend pas vraiment en compte aujourd'hui la prévention et n'encourage pas vraiment la prévention. Ni la dépendance d'ailleurs, puisque aujourd'hui, si on met moins de protection et qu'on les envoie aux toilettes, on gagne moins de points. Point GIR. Donc voilà. Bien, j'en profite, j'ai des questions complémentaires, notamment pour Sophie. Une remarque, certains signalent le réseau MARPA, qui est un ensemble de résidences retraite mettant l'humain au cœur du système, et je crois que c'est assez vrai, donc c'est bien de signaler effectivement qu'il y a bien sûr d'autres exemples qui travaillent sur ce sujet, et c'est pour ça que je souhaitais aussi une table ronde qui montre qu'il y a un travail autour de l'humain qui existe dans ce monde d'EHPAD et avec une fois des choses un peu emblématiques comme à mon sens ce qui se passe à Kersalik. Une question pour Corian. Le groupe Corian va-t-il mettre en place des médiateurs indépendants pour recevoir les réclamations des résidents et des familles? Les résidents et les familles hésitent à faire des réclamations internes de peur d'augmentation, de problèmes de maltraitance ou en raison de l'absence de suite apportée à leurs réclamations.
Alors sur cette dernière, je ne sais pas bien à quoi. On a en fait depuis longtemps un médiateur qui est un ancien magistrat à la retraite, qui est médiateur indépendant, qui est accessible à tout moment, directement, qui a signé une charte de la médiation. Et donc on a non seulement un service d'écoute qui est accessible au téléphone, par tout moyen, tout le temps, mais en plus ce médiateur. Et donc je ne vois pas très bien à quoi ça fait allusion. Mais c'est quelqu'un qui ne connaît pas visiblement. Oui, non, mais donc voilà, donc, bien sûr, et c'est pour moi quelque chose qui est très important. Je voudrais faire une remarque sur la formation, qu'on ne s'y trompe pas. Évidemment, on recrute nous aussi des personnes qui sortent d'IFAS pour les jeunes. Aujourd'hui, j'ai 30 classes d'aides-soignants, France entière, dans le cadre de mon CFA. Donc, on a des partenariats avec des IFAS et j'ai aujourd'hui 900 jeunes, en tout cas moins de 30 ans, qui sont en formation d'aide-soignants et que derrière, on recrute. D'ailleurs, ils ont un CDI pendant leur formation, ils sont payés puisque c'est en alternance pendant l'année de formation et ensuite, ils prennent leur poste. Là où c'est compliqué, c'est quand j'ai des auxiliaires de vie à domicile. Parce qu'on a aussi des réseaux d'aide à domicile, des personnes qui ont fait un certain parcours et qui, à un moment, ont envie de changer de mode d'exercice. Elles ont plus de 30 ans, on n'est plus dans le cadre de l'alternance. Aujourd'hui, ces personnes, elles ont les compétences, évidemment, elles ont des formations supplémentaires. C'est le fait de ne pas pouvoir leur donner le diplôme qui est un problème. Et ça, honnêtement, quand on regarde les besoins devant nous, moi, je pense qu'il faut doubler le nombre de personnes diplômées dans tous les compartiments du paramédical aujourd'hui. Il faut doubler. On a perdu des gens avec le Covid. Globalement, le secteur a perdu des gens avec le Covid. L'hôpital aujourd'hui perd des gens. On a perdu des promotions pendant le Covid parce que les jeunes ne pouvaient pas faire leur stage. Ils ont gambergé devant leur cours Zoom et ils sont partis faire toute autre chose. Moi, j'ai des tas de témoignages d'écoles infirmières qui me disent ça. Donc, alors qu'on a probablement aujourd'hui une augmentation de 50% des besoins entre maintenant et 2030, entre les besoins à l'hôpital, les besoins en soins médicaux et de réadaptation liés aux maladies chroniques, besoins à la maison et puis évidemment en médico-social. Il faut doubler. Ce malthusianisme aujourd'hui dans la formation est une folie et je suis très intéressée par l'idée de fusionner infirmiers et aides-soignants. Je crains que ça n'ouvre des débats byzantins, mais il faut le faire. Alors peut-être la formation, mais aussi une réforme de la formation. Parce qu'aujourd'hui, le modèle qu'il a, même s'il a été revu l'année dernière, ne correspond pas à nos besoins. Non. Et moi, en étant ancienne formatrice, enfin, je veux dire, on forme encore hospitalier et non pas médico-social. Et puis, alors, quelque chose aussi, alors on va remettre, par exemple, sur le module d'hygiène pour notre aide-soignante, on va lui à nouveau lui apprendre à passer le balai en godille. La plupart de nos jeunes aujourd'hui, à la maison, elles ont un aspirateur robot et elles ont aussi le Karcher vapeur. Donc, et nous, très basiquement, on va leur dire non, repassez à la godille. Donc, s'il vous plaît aussi, c'est d'avoir cette réforme. Et est-ce qu'on peut mettre un coup de balai dans tout ça et puis de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et vite. Et vite, très, très vite. Et puis alors aussi, nous, la réforme en territorial, parce que nous, nos aides-soignantes infirmières, elles ont le diplôme, mais qu'en plus, elles sont obligées de passer le concours territorial pour être fidélisées et surtout être titularisées. Alors peut-être deux réponses donc sur les moyens pour l'EHPAD, effectivement, enfin en tout cas les maisons de retraite, moi j'aime pas tellement ce terme d'EHPAD, les maisons de retraite nouvelle génération. Ce que je pense aujourd'hui très clairement quand je compare ce qui est octroyé au titre des dotations soins, tout secteur confondu en France versus, je prends les Pays-Bas, qui pour moi est vraiment le modèle le meilleur aujourd'hui. Aux Pays-Bas, pour une journée pour un résident dans une structure de la nature dont on parle, c'est 200 € par jour et par personne, 200 €. Évidemment, c'est un ratio de personnel de 1 pour 1, c'est un psychologue dédié et c'est des structures de 20 lits. Je veux dire, on parle d'autre chose, moyennant quoi il n'y a pratiquement pas de passage à l'hôpital. Le médecin de la localité est tenu de faire la supervision. C'est aussi notre organisation de la médecine de ville, il faut dire les choses. Et il a accès à une médecine d'expertise de tous les Pays-Bas pour avoir des deuxièmes regards ou des consultations sur des plaies complexes, etc. Donc on a vraiment une présence de proximité infirmière, psychologue et médicale qui n'a rien à voir. Et l'arbitrage des Néerlandais est assez simple. Une journée en service d'urgence ou en service en lit de médecine à l'hôpital, c'est 2 000 €. Ils considèrent que ça vaut la peine d'octroyer 200 € pour une journée dans une structure médico-sociale bien soutenue. Et en France, c'est 50 €.
Voilà. Donc, pour moi, on a vraiment un sujet. Et dans ce qu'il faudrait absolument octroyer comme moyen aux maisons de retraite, c'est du temps de secrétariat médical. Aujourd'hui, la coordination des soins, ça prend la moitié du temps de nos cadres infirmiers, c'est juste pas leur travail. C'est du temps d'ergothérapeute, c'est toutes ces fonctions paramédicales supplémentaires dont on a impérativement besoin. Et bien sûr, il faut des IPA. On voit aujourd'hui qu'avec la démographie des médecins généralistes et le temps d'ailleurs et leur organisation du travail, on a vraiment un déficit majeur. Donc, il faut trouver d'autres modes d'organisation. En Allemagne, nous n'avons pas de médecins. Et pour autant, le niveau de soins est très bien parce que c'est une organisation qui repose sur une organisation infirmière, un temps infirmier beaucoup plus riche et une présence médicale de proximité beaucoup plus dense, un peu comme ce que j'ai indiqué pour les Pays-Bas. Alors, dernière question, puisque celle-là était pour vraiment spécifique pour Korian. Voilà, est-ce que c'est possible de proposer un soin de qualité en étant à but lucratif, c'est horrible dans notre jargon français, et a fortiori tenu par le grand capital? Et bien ma réponse est oui, sinon je pense que je ne serais pas là. Tout dépend évidemment, de qui sont les actionnaires, et de quels sont les objectifs que l'institution s'assigne. Chez Korian, nos actionnaires, c'est Crédit Agricole. C'est pas n'importe quelle banque, c'est une banque mutualiste qui considère que justement œuvrer pour une permanence des soins dans les territoires, notamment ruraux, ça fait partie de sa mission. C'est assez logique. Ils sont présents auprès de Korian depuis l'origine, depuis 2003, avec Malakoff Humanis, qui est là aussi une autre institution de prévoyance avec une vision, un groupe paritaire avec une vision long terme. Et dans les objectifs qui me sont assignés, qui nous sont assignés, très clairement, aujourd'hui, les objectifs sont d'abord des objectifs de qualité de prise en charge, de qualité RH et d'investissement. On a investi ces dernières années. La nature de l'actionnariat peut avoir quand même la nature pas indifférente. Et l'horizon. Crédit Agricole est présent depuis le départ. Ils n'ont pas l'intention de faire un coup, pas du tout. Ils ont l'intention, dans la durée, de soutenir. Ils attendent un rendement raisonnable. Le rendement raisonnable, on génère bon an, mal an 3% de résultats nets sur notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire pas grand-chose, et on distribue un tiers de cela en dividendes. Pour vous donner un exemple, l'année dernière, c'était 30 millions d'euros de dividendes distribués, c'était 1 milliard d'euros investis. Merci. On arrive presque au terme, mais j'ai encore évidemment beaucoup de questions. Vos dialogues ont suscité beaucoup d'intérêt et de questions, je tiens à le dire. Et notamment une question qui me semble intéressante, enfin, vu notre public, c'est comment les institutions assurance maladie et ARS peuvent accompagner ces évolutions et répondre aux besoins des établissements. Alors, vous l'avez tous évoqué, moi je partage. Je pense qu'il y a des évolutions globales de la politique du grand âge, évidemment, qui sont nécessaires et tout ne dépend pas simplement des institutions sur le terrain, mais néanmoins dans votre dialogue avec l'ARS et l'assurance maladie, Corinne et peut-être aussi Sophie, enfin, qu'est-ce que vous attendez, comment peuvent-ils vous aider? Alors en 2016, quand nous avons commencé à changer le modèle, et lorsque j'ai demandé une inspection ARS pour m'aider justement à changer ce modèle, je suis tombée de haut parce que j'ai pas eu du tout l'aide que j'attendais, puisque je ne cochais pas les fameuses cases qui étaient essentielles pour eux. Donc bien mal m'en a pris, et puis aujourd'hui ce sont des collaborateurs, je peux même employer vraiment ce terme collaborateur, parce qu'on a appris à travailler ensemble et à se découvrir. Donc on va se dire moi j'ai découvert ce que c'était l'ARS, et puis eux sont venus plus sur le terrain pour découvrir ce que l'on faisait et peut-être les changements. Je veux dire qu'il y a surtout une méconnaissance de part et d'autre. Et qu'ils sont habitués à un modèle et qu'ils veulent dupliquer ce modèle partout en France, et ça c'est dommageable. Mais je pense que derrière, c'est peut-être à nous aussi d'aller vers eux, enfin moi je parle de l'ARS, et de leur dire, venez voir un peu ce que l'on fait, on ne maltraite pas, bien au contraire, on fait autre chose, mais regardez, vos cases, est-ce qu'on peut essayer de rentrer dedans? Mais voilà, moi je pense qu'aujourd'hui, la plus grande difficulté pour moi est plutôt le conseil départemental que l'ARS. En tout cas, le conseil, c'est aller sur le terrain et venez nous... Oui, et puis soyons humbles, ils ont aussi besoin de nous. Voilà, il y a de la méconnaissance de part et d'autre, vraiment, je le dis. Et que c'est aussi des gens exceptionnels quand on ose leur parler et puis surtout de les considérer. Sophie, pareil? Oui, je pense que, en fait, actuellement, on est en train de
refondre complètement notre projet pour devenir une entreprise à mission, c'est-à-dire mettre dans nos statuts à la fois notre raison d'être et les engagements et nos actions au quotidien. Et donc, on a depuis plusieurs mois, on fait tourner la parole auprès des maires, auprès des conseils départementaux, auprès des ARS, en leur disant finalement qu'est-ce que vous attendez d'une communauté comme la nôtre, quelles sont pour vous les choses importantes, qu'est-ce que vous souhaitez que nous fassions, qu'est-ce qui au contraire. Et c'est très étonnant parce qu'au départ, la démarche à leur assemblée, on a fait aussi évidemment beaucoup tourner la parole en interne, mais ça a été important pour nous au départ, la démarche a semblé un peu étonnante et finalement, assez vite, il y a un dialogue qui se noue, il y a des idées qui fusent et je pense que de cela, on va tirer vraiment une espèce aussi de charte partenariale par territoire pour arriver à nourrir ce que Corinne décrivait, qui est finalement, nous remplissons les uns les autres, quels que soient nos statuts, une mission d'intérêt général essentielle. Nous sommes à travers nos établissements un employeur, un formateur, un lieu de soutien associatif, un lieu de vie aussi à l'échelle d'un territoire, très important. On achète aussi beaucoup, on fait vivre aussi les entreprises et les commerçants du territoire. Et donc, je pense que pour tout cela, c'est extrêmement important que les mondes en fait s'interpénètrent et qu'on construise des projets partagés. Voilà, et si je peux rajouter quelque chose, enfin, il me semble qu'il y a deux choses importantes. Sur l'aspect lieu de soins, c'est vraiment que comment ARS Assurance Maladie aide à ce que l'ensemble des acteurs travaillent mieux ensemble. On voit, demain je reçois la ministre Agnès Firmin-Le Bodo sur les questions territoire et santé, mais je crois qu'on est tous d'accord. Il s'agit aussi parce qu'il ne s'agit pas que toutes les ressources soient au même endroit au même moment, mais en revanche, comment on peut mobiliser des ressources médicales sur un territoire, et ça demande là aussi de mieux se connaître, de mieux travailler ensemble. Ça, on va poursuivre ce dialogue demain avec la ministre déléguée. Et puis deuxièmement, je crois aussi, quelquefois, le rôle de la RSA et de l'assurance maladie, c'est aussi de faire connaître les bonnes pratiques. Enfin, parce que moi, je constate aussi que sur les territoires, bon, il y a beaucoup donc d'établissements, hein, mais enfin, c'est souvent, ils ne savent pas forcément ce qui se passe. Et je pense qu'on a tous à apprendre des uns des autres et à aussi se parler. Et ça peut être aussi un rôle de l'ARS et de l'assurance maladie. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup de ce dialogue, de cet échange autour de cette EHPAD de demain, et avec, je crois qu'il y avait beaucoup de convergence, donc à la fois sur le diagnostic et sur la façon d'aborder ce sujet, et aussi, et je remercie tout particulièrement, enfin, vos trois dialogues étaient très intéressants, mais je crois que l'approche terrain, effectivement, aussi, et de voir que ça peut y avoir des réalisations, que ça fonctionne, bah, ça rend un peu optimiste pour demain. Voilà, merci beaucoup. Oui, Claude ? Oui, on voit toujours ces établissements. Établissement, c'est pas non plus un bon terme, EHPAD, c'est pas un bon terme, il faudra trouver le bon terme. Ces lieux de vie, on les appelait, pour ces habitants. On les voit toujours sur un angle négatif, on les décrit ainsi. Je pense quand même qu'il faut regarder, écouter, être proche des personnes qui y assurent leur exercice, leur métier aujourd'hui. Parce que quand on voit ces personnes qui, au quotidien, donnent toute leur personne pour les autres, on n'a pas le droit de les décevoir. Ça, c'est un point majeur. Or, la tendance de la description aujourd'hui oublie cette notion qui me paraît essentielle. Voilà. Oui, parce que c'est pas seulement de soir, mais enfin, on leur doit, je pense qu'on est tous d'accord, beaucoup de reconnaissance, effectivement, pour le travail qu'elles font, enfin, qu'elles font, mais c'est quand même beaucoup elles. On est d'accord. Merci beaucoup à vous, et donc merci aux auditeurs, et donc c'est fini pour ce soir, mais rendez-vous donc demain pour la dernière journée avec Agnès Firmin-Le Bodo notamment. Merci, bonsoir.